Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier le bureau de la STGO et en particulier son président pour m'avoir une nouvelle fois invité en Tunisie. C'est toujours un vrai plaisir que de venir en Tunisie. Alors, mon exposé va porter sur la tête et le cou, et donc je vais être amené à paraphraser notre collègue, ce qui n'est pas très grave parce que ce seront des images différentes, mais ce sera à peu près le même discours. Donc cette première partie, je voudrais commencer par un peu les faiblesses de l'échographie et expliquer pourquoi nous sommes parfois en défaut sur le diagnostic de ces anomalies de la face, parce que nous avons des limitations techniques. D'abord, la subjectivité de l'observation. Nous avons tous une subjectivité, notamment concernant la face. Chacun pourra interpréter cette image de manière différente. Certains vont voir sur cette image une jeune fille de 3/4 arrière, assez mignonne, ou alors d'autres vont voir une vieille femme, plutôt moche, de profil, et qu'on voit ici une bouche qui pourrait être un collier chez une jeune fille. Donc cette interprétation subjective, elle est également présente lorsqu'on réalise une échographie et l'examen de la face en particulier. Voilà un autre exemple. Cette image est un petit peu singulière, mais elle devient carrément hideuse quand on la retourne dans l'autre sens. Pourtant, c'est la même image. Donc cette subjectivité, eh bien, il faut essayer de la contrecarrer par une objectivité, c'est-à-dire une description écho-anatomique la plus précise possible. À côté de ça, on a des artefacts. Et vous savez que la transmission acoustique, eh bien, l'énergie transférée dans les tissus biologiques par les ultrasons est une énergie faible, et quand il y a une impédance acoustique forte, eh bien, il se crée des ombres portées, et les ombres portées ne traduisent pas la réalité de ce qui est en premier plan. Il y a les artefacts propres à l'échographie. Quand on regarde, par exemple, ici, une coupe sagittale de la face, eh bien, quand on est orthogonal, par exemple, ici, au relief de la face, eh bien, on voit très bien qu'il y a une ombre qui va être portée, une ombre en arrière de la partie antérieure du maxillaire, ce qui interdit toute représentation des structures osseuses en arrière. Et donc, si on va utiliser un 3D pour essayer de contrebalancer cet obstacle, on ne pourra pas. S'il n'y a pas de signal dans l'image native, il n'y aura pas de signal dans l'image reconstruite. Et vous voyez, dans les reconstructions qu'on fait là, eh bien, on a l'impression, à tort, qu'il y a un défect palatin qui fait communiquer la cavité buccale avec les fosses nasales. Et donc, l'antidote, si on peut dire, c'est d'incliner la sonde de façon à ce qu'on insonne le plus perpendiculairement possible, ou en tout cas pas orthogonalement la face. Et là, vous voyez que dans les reconstructions, comme en image native, on aura une interface osseuse. La reconstruction tridimensionnelle, elle est altérée par les mouvements fœtaux, ce qui peut donner des fausses images. Et puis, le rendu de surface, il est parfois limité. Vous savez qu'il faut avoir du liquide devant la face, il ne faut pas qu'il y ait d'interposition de cordon, il ne faut pas qu'il y ait d'interposition de membres et qu'il y ait un volume de liquide suffisamment important pour avoir un rendu de surface. Et évidemment, si le fœtus est dos antérieur, on n'a aucune chance de produire ce type d'image. Il y a des artefacts liés aussi, notamment au 3e trimestre, quand le fœtus est dos postérieur, que la face est contre la paroi maternelle, eh bien, le balayage sectoriel va donner un hypertellorisme qui est en fait construit par la proximité des structures par rapport à la sonde. On peut avoir des ombres, et ces ombres, encore une fois, ne sont pas compensées par le rendu de surface si elles existent en 2D. On peut avoir des amputations du crâne complètement artefactuelles qui rendent impossible l'interprétation. Il y a les limitations de l'imagerie échographique. Et on connaît tous cette limitation. L'épaisseur du plan cellulo-graisseux sous-cutané est un facteur d'atténuation des ultrasons qui doivent d'abord aller vers le fœtus et revenir vers la sonde. Donc, ils font 2 fois le trajet à travers ces tissus atténuants. Et puis, il y a la position fœtale. Chacun d'entre nous sait que quand un fœtus est dos antérieur et qu'il n'est pas mobilisable, on est confronté aux ombres des vertèbres, des côtes, qui traduisent donc l'impossibilité. Et alors parfois, quand vous avez la combinaison de plusieurs facteurs limitants, eh bien, ça devient difficile. Il y a les difficultés d'image en tranche. Vous voyez ici, si la coupe n'est pas strictement sagittale, on peut modifier la forme du profil, faire un menton fuyant. Donc il faut être sûr que la coupe est strictement sagittale. Pareil, l'inclinaison latérale va donner l'impression que le menton est en retrait. Et donc il faut avoir des critères de sagittalité qui ont été énoncés, on va y revenir. Alors, le rendu de surface, ça peut donner de belles images, mais ça en peut donner de très moches.
Et notamment, quand on a une fente, parfois, s'il y a un excès de liquide, on peut avoir une image très contributive qui peut aider nos collègues chirurgiens maxillofaciaux à conceptualiser le problème qu'on a identifié. Mais bien souvent, les conditions ne nous permettent pas d'avoir ce type d'image, et c'est des images qui paraissent un peu monstrueuses pour les familles. Et donc, personnellement, je ne fais pratiquement pas de 3D sur les surfaces de surface. En revanche, j'utilise le 3D pour l'exploration du palais secondaire. Il y a un autre problème auquel on est confronté, c'est que tous les fœtus ne sont pas identiques, et vous avez 20 fœtus ici, tous normaux, mais ils sont tous un petit peu différents. Il y a des différences en fonction des origines ethniques. Par exemple, celui-là, il avait une maman qui était camerounaise. Celui qui est en bas au milieu avait une maman qui était laotienne. Donc il y a des variations interindividuelles qui complexifient un petit peu la chose. Alors, donc je vais reparler un petit peu de ce que m'a dit ma collègue, et peut-être d'une autre manière, mais le fond est le même. D'abord, les os propres du nez. Donc, il faut rappeler une chose, c'est que ces os propres du nez sont des structures, sont deux lames latérales, en haut en connexion avec les frontaux et juste dans l'alignement de la suture métopique, et en bas, donc, vers le maxillaire. Et puis, donc, il y a une synostose, c'est-à-dire une fusion de ces deux lames latérales, qu'on connaît bien et qu'on appelle ça les os propres du nez. En réalité, c'est la synostose de ces ailes des os propres du nez qu'on voit, comme ça a été dit, dès le premier trimestre de la grossesse, pour peu qu'on soit au-delà de 12 semaines d'aménorrhée. Alors, il peut arriver que ces os propres du nez apparaissent courts ou n'apparaissent pas. En réalité, ils sont toujours présents. C'est simplement que l'ossification ne s'est pas faite, comme pour les épiphyses des os longs, par exemple. C'est cartilagineux, et on le voit ici sur cette image. On peut même les mesurer, cette partie non ossifiée de la synostose des os propres du nez. Et on voit bien sur ces déclinaisons, en haut, eh bien, c'est une fusion des os propres du nez. Le deuxième niveau, c'est une fusion partielle, donc en coupe sagittale, ça donnera l'impression d'os propre du nez court. Et quant au plan du bas, eh bien, la synostose est cartilagineuse. Donc il est impropre de parler d'agénésie des os propres du nez, parce que ça, si entre médecins on se comprend, dans l'esprit des familles, ça peut provoquer des angoisses illégitimes, puisque agénésie aux propres du nez suggère qu'il n'y a pas de nez. On parle que tout est visible comme le nez au milieu du visage. Enfin, ça a une symbolique importante. Cet enfant qui a des os propres du nez non ossifiés, enfin une synostose non ossifiée, a un relief de la face tout à fait normal. Et c'est plus long à dire, mais il vaut mieux dire, et c'est plus exact, que c'est la non-ossification de la synostose des os propres du nez. Alors, on voit des os propres du nez ici courts chez ce fœtus, parce que les ultrasons sont en fuite par rapport à l'interface, et donc on n'expose pas de manière optimale cette interface osseuse. Il suffit de déplacer légèrement la sonde d'environ 30 degrés dans la mesure du possible pour que chez ce même fœtus, les os propres du nez apparaissent plus longs. Donc quand on a des os propres du nez, assurons-nous que l'insonation, l'angle d'insonation est correct. Un autre exemple ici, on a des os propres du nez à 23 semaines mesurés à 9 mm, c'est la médiane. Mais on voit très bien que cette coupe n'est pas une coupe sagittale. Si on commence à se rapprocher du plan sagittal, vous voyez que les os propres du nez se raccourcissent, ils sont à 3,9. Et quand on est en coupe sagittale, où on voit le genou du corps calleux, on devine un petit peu le vermis, donc on est plus centré. Mais vous voyez qu'il n'y a pas d'ossification de la synostose des os propres du nez. Donc on peut faire aussi des faux négatifs de non-ossification des os propres du nez. Et comme vous le voyez sur le rendu de surface, eh bien, vous avez un continuum entre la suture métopique et cette zone cartilagineuse entre les deux ailes des os propres du nez. Et donc la première coupe était parasagittale et la coupe sagittale montre qu'en fait, il y a un continuum. Alors, l'encelure nasale, donc ça a été dit aussi, l'angle de 125 degrés à peu près, en moyenne. Là aussi, il peut y avoir des petites variations interindividuelles d'origine ethnique. Comme vous le voyez ici, tous ces 4 fœtus sont tous normaux. Ils ont des encelures nasales un petit peu différentes, mais ce sont des situations normales. En revanche, vous avez ici des situations où l'angle frontonasal est très largement ouvert, voire plat pour le troisième, en partant du haut. Donc on est dans une hypoplasie de l'étage moyen de la face, dans le syndrome de Binder, enfin dans le faciès de Binder, et en bas, le dernier en bas, vous voyez qu'il y a une ouverture de l'angle frontonasal qui est liée à une microcéphalie, c'est-à-dire qu'il y a un front fuyant, ce qui explique donc cet aplatissement de l'encelure nasale. Et à l'inverse, on peut avoir des augmentations
de l'angle frontonasal, donc dans certaines maladies osseuses constitutionnelles, comme ça a été dit dans l'achondroplasie, mais c'est un signe tardif, mais aussi dans certaines craniosténoses. Le troisième, par exemple, vous avez une craniosténose de la suture, on peut le deviner, d'après la forme du crâne, si on a un peu l'habitude, une craniosténose bicoronale, puisqu'on a une suture métopique qui est largement ouverte, ce qui permet de faire des coupes sagittales avec une bonne visualisation de la partie médiane du cerveau. Et en bas encore, ici, donc une microcéphalie. Alors les téguments du front, on peut avoir donc une espèce de comblement de l'angle frontonasal qui fait un contraste entre l'angle entre le front et enfin l'os frontal et les os propres du nez. Vous voyez que ce comblement donne l'impression, si on avait un profil réel, c'est-à-dire sans voir en coupe, eh bien on aurait un profil cutané, disons plat. Alors il faut se méfier parce que le fœtus fait des mouvements, notamment des muscles faciaux, et ils font parfois des petites mimiques. Et si on attend un petit peu, vous voyez que ce même fœtus avait en fait un froncement de sourcils. Et quand on fait notre coupe, eh bien on a l'impression de cette épaisseur. Donc il faut commencer par être patient, essayer de vérifier qu'il n'est pas contre la paroi utérine, qu'il n'y a pas une contrainte sur la peau. Alors à l'inverse, on a d'authentiques comblements, et on va le voir tout à l'heure dans l'intérêt des sondes de haute fréquence. Vous voyez que là, l'angle frontonasal est normal, mais, sauf celui du bas, mais il y a un comblement et on voit un petit œdème sous-cutané. Donc là, il faut chercher donc, des anomalies autres associées qui peuvent faire rentrer cet comblement des téguments, enfin de l'angle frontonasal, parce que ça peut être donc syndromique, mais ça peut être aussi cardiogénique ou une anémie fétale dans le cadre d'un anasarque. Alors, on peut avoir un aspect aussi de cette nature-là, plutôt au troisième trimestre de la grossesse. Il faut se méfier, on peut avoir l'impression qu'il y a, indiqué par la flèche ici, une solution de continuité, un trou, si vous voulez, qui pourrait suggérer une anomalie de fermeture du tube neural dans sa face antérieure. Là aussi, il faut savoir attendre. C'était un pseudo-défect lié au fait que la coupe n'était pas strictement sagittale. Mais à l'inverse, on peut avoir ici cette impression des téguments du front anormalement épais. Et il s'agit ici d'une solution de continuité avec une méningocèle fronto-ethmoïdale, dont le pronostic est évidemment plutôt préoccupant. Voilà un autre exemple où il n'y avait pas d'œdème, mais c'est cette coupe sagittale de la face qui permet de montrer qu'il y a un aspect tout à fait inhabituel entre le frontal et la synostose des os propres du nez, et le rendu de surface objectif, donc ce trou, si vous voulez, dans le cadre d'une anomalie de fermeture du tube neural dans sa portion antérieure. Alors le philtrome, ça on l'a évoqué, donc ce philtrome, c'est cette distance ici, et cette distance, elle est à peu près égale à la longueur de la sous-cloison nasale. Donc ça peut être utile, quand on n'a pas de table de référence sur la longueur du philtrome, de faire un rapprochement comme ça subjectif. Alors, des philtromes, là aussi, il y a des variations interindividuelles chez les fœtus. Donc toute anomalie du philtrome n'est pas nécessairement une anomalie, trop court ou trop long, mais ça incite l'opérateur à faire une étude plus sémiologique. Et vous voyez que chez ce fœtus, outre le fait qu'il y a un comblement de l'angle frontonasal, une augmentation des téguments mous au niveau frontal, vous voyez qu'il a un philtrome bien plus long que la sous-cloison nasale et que la lèvre supérieure est mal ourlée, elle s'arrête net, il n'y a pas le petit, comme on le voit sur les clichés de gauche, cette petite remontée donc, entre la lèvre blanche et la lèvre rose. Et donc voilà d'autres exemples. Ici, vous avez des philtromes longs, donc un syndrome d'alcoolisation fétale, et comme ça a été dit tout à l'heure, un Cornelia de Lange avec ce philtrome un peu bombant et ce micro-rétrognatisme. Alors la langue. La langue, elle est difficile à voir parce qu'elle est au-dessous de structures osseuses, le palais, le vomer. Elle est en arrière de la portion antérieure de la mandibule, la région qu'on appelle le pogonion, et tout ça, ça génère des ombres. Alors, pour vérifier que la langue n'est pas trop protruse, au deuxième trimestre, on peut utiliser une technique simple qui consiste à tracer virtuellement une ligne entre la partie antérieure du maxillaire et la partie antérieure de la mandibule, et la langue doit être en retrait de cette zone-là. Comme on le voit ici, on voit très bien la langue, et à l'inverse, eh bien, on peut avoir au deuxième trimestre donc une langue qui est non seulement protruse, mais qui paraît épaisse, et qui est en avant de cette ligne maxillo-mandibulaire, comme on revoit ici. Donc l'un était trisomique 21 et l'autre plutôt donc syndromique.
Alors, au troisième trimestre, c'est un petit peu différent. On peut voir cette langue interposée entre les deux structures osseuses mandibulo-maxillaire, et ça, c'est assez constant. Donc, il ne faut pas donner la même valeur à ce signe-là au troisième trimestre qu'au deuxième trimestre de la grossesse. En revanche, on peut s'intéresser à l'épaisseur de la langue. Vous voyez qu'ici, on aborde, on est bien en face, donc on peut voir à peu près l'épaisseur de la langue. Et ici, chez ce fœtus, c'est un peu subtil, mais vous voyez que cette langue est plus épaisse, elle est protruse, mais plus épaisse. Et la coupe transverse nous montre que c'est une langue qui est grosse. Elle est longue, épaisse et large. Donc c'est une macroglossie qui, en rendu de surface, confirme ce qu'on avait déjà vu. Alors, des exemples où l'attention est attirée ici par la distance entre le palais antérieur et la mandibule de Pogonion. Ça voudrait dire qu'il y a du matériel dans cette cavité buccale, et il y a la langue, et donc sur la coupe frontale, on voit effectivement une augmentation de cette hauteur, et s'ajoute à ça le fait qu'il y a des images, notamment une image liquidienne en avant, et quand on regarde un petit peu sur l'image en bas, des images liquidiennes adjacentes qui sont juste en bas. Eh bien, là, il faut penser donc au lymphangiome kystique qui peut donc affecter la langue. Autre exemple, plus difficile à voir, vous voyez que en haut, si on regarde par rapport au témoin, eh bien, on a une image liquidienne dans la cavité buccale qui semble être au niveau de la langue. Et en bas, sur l'image du bas, on voit à l'occasion d'un bâillement du fœtus, donc qui est une situation opportune, qui permet de voir qu'en fait, il y a au moins deux images liquidiennes au niveau du plancher de la langue qui orientera probablement vers l'hypothèse d'un lymphangiome kystique. Autre situation qui ressemble à la précédente. On a une image liquidienne qui maintient une distance entre la lèvre supérieure et la lèvre inférieure. Mais si on regarde attentivement la langue, elle n'est pas très grosse, elle est homogène. On voit très bien les interfaces osseuses et cette langue. Alors, il faut penser à un diagnostic qui est différent de celui du lymphangiome kystique de la langue en termes de pronostic. C'est ce qu'on appelle un épulie, c'est-à-dire une tumeur gingivale bénigne qui peut gêner la déglutition. Donc, on peut avoir un excès de liquide amniotique, mais le pronostic est bon. Puis voilà un autre exemple qui ressemble encore étrangement au précédent, où on a une image liquidienne, cette fois-ci qui semble un peu plus en retrait. On a du mal à voir la langue, donc on va faire une coupe transversale. Et cette coupe transversale nous montre qu'en fait, il y a une image liquidienne à l'intérieur même de la langue, avec une autre petite image liquidienne en avant. Et on a un autre signe échographique associé qui m'avait échappé, mais qui a été... qui a permis à l'IRM de redresser le diagnostic. Vous voyez qu'il y a une paroi propre qui est assez bien visible, et c'est un diagnostic rare, mais c'était à l'anapathe une duplication digestive affectant la langue. Vous savez que tout le tube digestif, depuis la cavité buccale jusqu'à la région anorectale, et y compris la vésicule biliaire, peut faire l'objet d'une duplication digestive. Alors la mandibule, donc là aussi ça a été évoqué. Alors cette mandibule, elle grandit de manière... pas synchrone avec le massif facial. C'est-à-dire qu'à 18 semaines, vous voyez que la mandibule est en retrait, et ça, c'est normal. Donc, on ne parlera pas de micro-rétrognatisme à 18 semaines. Et vous voyez qu'entre 22 et 32 semaines, les branches horizontales de la mandibule vont croître, qui vont amener donc sa portion antérieure beaucoup plus en avant. Et donc, il faut connaître cette évolution. Si on fait une échographie précoce à 18 semaines parce qu'il y a eu un antécédent d'une anomalie à risque de récurrence, eh bien, il faudra connaître cet aspect à 18 semaines et ne pas parler à tort de micro-rétrognatisme. Donc, cette ligne qui passe par la partie antérieure du maxillaire et de la mandibule, vous voyez qu'elle se rapproche avec le terme de la partie antérieure, la partie la plus antérieure des os propres du nez. C'est donc la bascule liée à l'avancement des deux branches horizontales mandibulaires. Alors, voilà des exemples, comme vous avez vu tout à l'heure. Vous voyez que chez ce fœtus, on voit d'emblée qu'il a une drôle de tête, et on voit très clairement qu'il y a une distance importante entre cette ligne et la partie antérieure des os propres du nez. Et il faut se méfier des rétrognatismes et toujours aller vérifier le palais. Même s'il n'y a pas de fente labiale, il faut aller chercher le palais. On reviendra sur cette image, mais là, vous voyez que les fosses nasales communiquent largement et librement avec la cavité buccale au sein de laquelle on voit la langue, et on voit très bien la cloison nasale, la partie cartilagineuse, mais également la partie osseuse, qui est le vomer. On va le revenir tout à l'heure dessus. Voilà un autre exemple où vous avez un micro-rétrognatisme important. Encore un, et là, vous avez des éléments du syndrome qui a été évoqué tout à l'heure, une séquence de Pierre Robin. Vous voyez que la langue, ici, est verticale,
donc une glossoptose avec une langue qui est orientée vers le haut. Donc c'est une anomalie du tronc cérébral qui empêche les mouvements de succion, donc le développement de la langue, la fermeture des processus palatins. Et vous savez que les mouvements de succion pendant la vie fœtale concourent au développement justement des branches horizontales de la mandibule. Ce fœtus ne faisant pas de mouvement de déglutition, eh bien ces branches horizontales se développent ou sont hypodéveloppées, responsables donc de ce rétrognatisme. Alors, vous avez un exemple ici où c'est un peu plus subtil. Le rétrognatisme est modéré, mais si on regarde la langue, elle est verticale. Et ce qui peut attirer l'attention, c'est la distance faible entre le maxillaire et la mandibule. Là, il baille. Vous voyez, on voit la langue. La langue, elle est verticale et les rares mouvements qu'il fait sont des mouvements verticaux quand il fait des petits mouvements de déglutition. Alors, un petit mot pour parler de l'apport des sondes de haute fréquence dans l'exploration de la face. On a besoin de détails et les constructeurs ont développé des sondes de haute fréquence. Vous savez que plus on monte en fréquence, moins la pénétration des ultrasons est importante. L'atténuation des ultrasons varie avec le carré de la fréquence. Et donc, ils ont réussi à construire, la plupart des constructeurs, donc des sondes qui permettent d'avoir, disons, des sondes de haute fréquence, mais longue focale, c'est-à-dire qui ont une pénétration relativement satisfaisante. Alors, voilà un exemple. On n'est pas à 22 semaines, mais on est à 15 semaines. Vous voyez qu'on a l'impression d'être déjà à 22 semaines et d'avoir des informations déjà assez riches. À 17 semaines, les informations sont très claires. Et à 22 semaines, on a l'impression qu'on est à 32 semaines. Et donc, vous voyez que quand on a besoin de détails chez des patientes pour lesquelles on va chercher des éléments subtils qui pourraient signer une récurrence d'une anomalie, par exemple récessive autosomique, eh bien, ces outils sont extrêmement précis. Et à 32 semaines, vous voyez, on peut avoir des détails d'une grande importance. Alors, l'exemple sur la pathologie, on est à 23 semaines, on a un petit nez rond, des narines antéversées, un philtrome long et un œdème préfrontal, un menton un peu petit mais pas énorme. Eh bien, la sonde de haute fréquence chez le même fœtus, dans le même temps d'examen, vous voyez, montre clairement la différence entre le plan cutané et le plan graisseux sous-cutané infiltré. Un autre exemple ici où on voit très clairement donc cet œdème et la mesure du philtrome est beaucoup plus précise. Encore un autre exemple avec un philtrome long, bombant, avec un petit rétrognatisme. Donc pensez au cornélia de l'ange associé parfois à des anomalies de membres. Voilà un autre exemple ici. Encore un autre exemple, vous voyez qu'il y a une différence, et on parlait tout à l'heure des os propres du nez. Vous voyez ici, donc sur l'image conventionnelle à gauche, eh bien, on a l'impression qu'il n'y a rien. En réalité, il y a bien ce cartilage non ossifié de la coalescence des deux ailes des os propres du nez. L'oreille peut bénéficier aussi de l'exploration à haute fréquence. Dès 18 semaines, on peut reconnaître assez facilement l'anatomie de l'oreille. À 22 et à 32 semaines, on a l'anatomie complète, l'hélix, l'antélix, la conque et le lobule de l'oreille. Et donc, on va voir, il y a un certain nombre d'anomalies génétiques ou géniques qui vont s'exprimer par des anomalies du développement du deuxième arc branchial qui va affecter donc le développement de l'oreille. L'œil va en profiter aussi. Vous voyez qu'à 21 semaines, on voit très bien les globes oculaires, on voit bien la sclérotique qui est assez épaisse, on peut voir aussi les cristallins. Alors, en sonde conventionnelle, on voit que c'est pas tout à fait chouette comme image. La sonde de haute fréquence montre clairement qu'il y a une cataracte. Ici, on peut voir à 32 semaines, donc on voit bien la graisse rétrobulbaire qui est hyperéchogène, on voit bien l'œil avec sa tunique, la sclérotique, et on voit bien le nerf optique en arrière. On peut voir la chambre antérieure de l'œil, ici en avant du cristallin, et dans des coupes particulières, ici un peu inclinées, on est orthogonal, donc on voit les ligaments suspenseurs du cristallin qui sont marqués dans leur extrémité par deux spots hyperéchogènes, et on voit aussi l'interface de la pupille. Alors vous me direz, est-ce que ça a un intérêt en dépistage et en population générale? Bien sûr que non. Ce serait du temps médecin consacré à une exploration inutile. En revanche, quand il y a une anomalie oculaire ou un antécédent familial d'anomalie oculaire, alors un opérateur expérimenté devrait faire l'examen de cet œil de façon à renseigner au mieux l'ophtalmopédiatre et le généticien. On peut voir les paupières. Alors, la lèvre supérieure, on a à 17 semaines pratiquement le même type d'image qu'à 22 semaines. Et là encore, ça peut être utile chez des patients à risque.
La forme des narines, ça a été dit, et c'est tout à fait justifié. La forme des narines sur cette coupe nez-bouche, qui est opposable, en tout cas dans les références chez nous, eh bien, est un élément d'orientation très fort. Si on a une asymétrie narinaire ou un étirement de l'aile du nez, il faut aller chercher de manière obsessionnelle une fente. Donc voilà, à 32 semaines, on voit très bien la cloison nasale, la partie cartilagineuse. On voit même les mouvements des ailes du nez lors des mouvements respiratoires. On peut évidemment vérifier quand on a des suspicions d'anomalies complexes, par exemple rechercher l'atrésie des couanes. Eh bien, ça peut être utile pour l'équipe néonatale de dire il y a des mouvements respiratoires, il y a des flux des deux côtés. Ça permet de voir aussi, vous voyez, des choses comme ici la cloison, la partie cartilagineuse de la cloison nasale. Alors, pour la mandibule et le maxillaire, vous voyez, à 12 semaines, avec ce type de sonde, on n'est pas endovaginal, on est en transcutané, là. On voit très bien la forme maxillaire, la forme de la mandibule, qui a une forme très pointue, comme ça, qui est une forme gothique. On voit, dès 15 semaines, le palais postérieur, en coupe translinguale, et on peut même voir le palais vélaire, le voile du palais. Et à 17 semaines, donc on a des images, encore une fois, qui ressemblent beaucoup à celles de 22 semaines. Vous voyez ici la mandibule, la langue. On voit ici la luette dans l'arc cavité buccale. Ici, on voit ici l'axis qui est en arrière. Il faut faire attention de ne pas confondre ça avec une structure osseuse qui correspond au palais secondaire. Et latéralement, à l'angle donc de la branche verticale, la branche horizontale de la mandibule, donc les glandes parotides. À 22 semaines, on voit très bien les alvéoles dentaires, et vous savez qu'il y a des fentes labiales, labio-alvéolaires, labio-palatines, palatines, il y a des différents stades, et donc c'est très utile de pouvoir utiliser ces sondes de haute fréquence pour voir les alvéoles. Alors, on parlait tout à l'heure de la déviation de la cloison nasale et l'étirement narinaire. Vous voyez ici la déviation de la pointe de la cloison nasale, c'est pas normal, c'est qu'il y a un déséquilibre, il faut aller chercher la fente qui est parfois toute petite, en haute fréquence. Et donc voilà pour cette première partie. Est-ce qu'on enchaîne avec la seconde? Deuxième partie. Le diagnostic anténatal des fentes. Je vais essayer de rester un peu plus analytique et en prenant la littérature pour avoir une idée de l'état des lieux. Et c'est une étude qui vient des Pays-Bas qui est très intéressante par le volume des populations qui ont été étudiées. C'est une étude prospective, donc on a lancé le départ et on a regardé combien on avait de fentes à partir d'une date donnée et qui a été établie sur une base géographique régionale, c'est-à-dire qu'on a une grande partie de la population des femmes enceintes de cette région des Pays-Bas, 93% d'entre elles, sont passées donc dans cette étude. Et donc sur une étude qui a porté sur 2 ans et 37 760 grossesses. Ils ont divisé ces populations en 2 groupes, les patientes qui ont un risque accru, parce qu'on a un antécédent, on a un risque, un facteur tératogène, enfin un risque de voir se développer une fente, et le deuxième groupe majoritaire, avec 93% des patientes en population générale, bas risque. Et donc, dans cette population, la prévalence, la fréquence donc des fentes était de 1 sur 625, c'est à peu près ce qu'on retrouve un peu partout. La fréquence des fentes, c'est à peu près le même niveau de risque de fréquence que, par exemple, les pieds beaux, l'ordre de 1 sur 600. Et donc, vous voyez que la répartition de ces fentes diagnostiquées en anténatal, eh bien, dans 75% des cas, c'était dans la population à haut risque. Et dans 25% des cas, les populations à bas risque. Donc c'est important, c'est-à-dire qu'il faut que dans le bas risque, il y a quand même un quart des pathologies à identifier. Donc il faut que les praticiens de première ligne, ceux qui font le dépistage de la population à bas risque, soient formés à cette formation, à cette détection des fentes. Ils ont ensuite regardé la distribution de types de fentes. Et vous voyez que la majorité, ce sont des fentes labio-palatines. Vous avez des fentes labiales simples qui, à L2, représentent 70% du contingent, et puis vous avez 27% de fentes palatines, et à titre plutôt anecdotique, les fentes médianes et les fentes atypiques qui s'inscrivent dans des ensembles polymalformatifs sévères. Alors, quel est le pourcentage, enfin, quelle est la performance globale du diagnostic selon cette étude? 64% donc des fentes ont été identifiées, tant en population générale qu'en population à risque. Donc, vous voyez qu'il y a encore une marge d'amélioration. Et une spécificité qui est plutôt bonne, puisqu'elle est de 99%.
Alors, quelle est la sensibilité du diagnostic anténatal en fonction du type de fente? On va voir que ça, c'est assez intéressant. Vous voyez que dans les fentes labiales, en bleu, vous avez les populations à bas risque et en rouge, les populations à risque qui ont été examinées par des praticiens expérimentés. Les fentes labiales, elles ont un taux de détection très élevé. Les fentes labiopalatines également. Les fentes médianes, toutes ont été identifiées, ainsi que les fentes atypiques, donc c'est-à-dire les fentes faciales qui ne correspondent pas aux embryopathies malformatives des bourgeons qui prévalent à l'explication des fentes labiopalatines, mais des anomalies complexes qui peuvent rentrer dans le cadre des séquences de bride amniotique et autres. Mais vous voyez qu'il y a 0% de diagnostic des fentes palatines isolées. On va y revenir, c'est un vrai problème. La spécificité est élevée, il n'y a eu que 3 faux positifs, mais 30% des diagnostics anténataux n'ont pas été confirmés. En tout cas, la nature de la fente était discordante entre la description anténatale et la description néonatale. Alors, les anomalies associées avec ces fentes, ça nous intéresse, et cette étude de grande ampleur est intéressante. Il y a 39% d'anomalies associées, dont 13% d'anomalies chromosomiques, dont on parlait tout à l'heure sur faut-il faire un prélèvement ovulaire? Oui, il faut faire un prélèvement ovulaire. Maintenant, surtout qu'on fait l'ACPA ou la CGH arrêt, ça déborde largement le karyotype conventionnel et la CGH va nous montrer des choses qu'on ne voyait pas avec les karyotypes conventionnels. Alors, ce qui est important, c'est de regarder les anomalies associées en fonction du type de fente. Vous voyez que les fentes labiales sont rarement associées à d'anomalies associées, mais regardez les fentes palatines, c'est le quatrième histogramme, plus de la moitié sont des fentes associées syndromiques. Et or, c'est celles-là pour lesquelles on a la moins bonne sensibilité. Alors, deuxième étude, après je m'arrêterai à ça là pour les études, étude rétrospective d'un centre de référence, donc là c'est un centre expert, si vous voulez, à qui on envoie les patientes. L'étude de ce papier a porté sur 10 ans, 2002-2012, 134 fentes consécutives dans le cadre donc de diagnostic anténatal. Et ils ont rapproché les données anténatales et postnatales. Ils ont voulu évaluer la pertinence de l'évaluation du type de fente par l'échographie anténatale. Et vous voyez qu'on a une concordance dans un peu plus de 3/4 des cas, mais on a une discordance dans pratiquement 25% des cas. Et si on s'intéresse aux discordances, eh bien, vous voyez qu'il y a une sous-évaluation dans 84% des cas et une surévaluation dans quasiment 1 cas sur 7. Donc, on a non seulement une marge de manœuvre pour améliorer notre taux de détection, notamment des fentes palatines, mais également sur la description du type de fente. C'est important parce qu'on envoie nos patientes, après un diagnostic prénatal, voir le chirurgien maxillofacial qui va leur faire un descriptif du calendrier de prise en charge de leur enfant à la naissance, les temps opératoires, en fonction du type de fente qu'on va décrire. Alors évidemment, s'il y a une discordance, le discours est revisité en postnatal et c'est pas toujours bien vécu. Donc il faut effectivement être le plus descriptif possible. Alors l'autre intérêt de cette étude, c'est de montrer l'évolution des concordances et des discordances entre l'anté et le postnatal. Vous avez les concordances en vert, vous avez les discordances en bleu. Vous voyez qu'avec le temps, il y a une nette amélioration dans cette population de praticiens expérimentés sur la concordance versus la discordance. Et on peut noter qu'il y a un moment particulier ici, entre 2006 et 2007, où on voit très nettement une augmentation de la concordance. Eh bien, c'est une période où, aux Pays-Bas, ils ont mis en place un référentiel opposable, et donc on a augmenté donc, le taux de détection de ces anomalies, tout simplement en encadrant, si vous voulez, les pratiques professionnelles. Alors, si on regarde la répartition des discordances selon le type de fente, vous avez en vertical le diagnostic prénatal et en horizontal les évaluations postnatales par nos chirurgiens maxillofaciaux. Donc, vous voyez que sur les fentes labiales, 29 sont concordants sur 50, mais il y a quand même 21 sur 50 où il y a une sous-évaluation. Il y avait 9 fentes labio-alvéolaires et 9 fentes labiopalatines qui avaient été étiquetées par l'échographiste fentes labiales. Vous avez un résultat qui est pas trop mal pour les fentes labiopalatines, un peu moins bon pour les fentes labio-alvéolaires, on va voir, c'est pas facile à voir. Quant aux fentes palatines, les rares fentes palatines isolées qui avaient été évoquées, il y avait une concordance. Alors, on peut se poser la question, pourquoi le taux de détection des fentes palatines reste très imparfait en échographie? Alors, on peut trouver déjà une explication sur le fait qu'on a un environnement osseux et que, quoi qu'on fasse
avec les sondes, les angles, on va se retrouver confronté à des ombres acoustiques, comme on le voit ici. On l'a évoqué tout à l'heure. Quand on est en face du maxillaire, eh bien, on a des ombres portées en arrière. Alors, sur le plan sagittal, on ne peut pas exploiter grand-chose, mais il y a une opportunité au deuxième trimestre, beaucoup moins au troisième, c'est d'emprunter la suture métopique. C'est-à-dire que si la coupe est strictement sagittale, comme vous le voyez là, on a le corps calleux ab intégrum, depuis le genou jusqu'au splénium. Vous avez l'arc du toit du troisième ventricule qui est marqué par le plexus choroïde du toit du troisième ventricule, la lame tectale et le vermis. Donc on a les os propres du nez, le corps calleux et en arrière le vermis. On est sûr que le plan est sagittal puisqu'on a 3 repères. Et comme l'a souligné tout à l'heure ma collègue, vous voyez qu'on a cette image assez typique en espèce de diapason. C'est-à-dire que vous avez le palais antérieur où il y a une interface seule et puis un dédoublement. Et donc, effectivement, c'est un piège qui fait que cette coupe sagittale est assez limitée pour l'exploration du palais, puisque c'est l'interface en fait du vomaire et du cartilage septal nasal qu'on va voir en échographie. Et donc, ça donne cette image en diapason. Maintenant, s'il y a un défect palatin qui affecte tout le palais, eh bien, l'interface du bas va disparaître, mais l'interface du haut, entre le cartilage et l'os vomérien, va persister, ce qui explique qu'on va avoir un matériel échogène sous les fosses nasales et au-dessus de la cavité buccale qui peut, à tort, laisser penser que le palais est présent. Donc cette voie-là n'est pas une voie exploitable de manière systématique. Alors on peut se dire, est-ce que la coupe frontale peut être exploitable? On fait la coupe nez-bouche et pourquoi pas ne pas reculer? Mais là, très vite, on est confronté aux structures osseuses, on voit juste le palais antérieur et ensuite, les structures osseuses interdisent tout à fait l'accès. Alors on peut faire des coupes frontales en passant par le cou, mais vous voyez que là, on va avoir, bon, on a la glotte, hein, et on voit ce petit point là au-dessus de la glotte qui est la luette. Donc ça permet de voir le palais ultra postérieur. On peut le voir au troisième trimestre aussi. Vous voyez, il fait des mouvements respiratoires. Et le petit point qui est au-dessus, dans cette cavité liquidienne, c'est la luette. Donc là, c'est peu exploitable. Il nous reste qu'une seule voie, c'est la voie, le plan transverse, le plan axial, translingual. On va utiliser l'interface, l'espace entre la mandibule et le maxillaire, et le fait que la langue est un tissu mou pour qu'on ait une transmission des ultrasons. Et donc, on a ce type d'image. On fait des petits mouvements de balayage, l'arc maxillaire, l'arc mandibulaire, la langue, et en arrière, donc, les processus palatins. Donc, on est dans le palais postérieur, palais secondaire, et on voit bien cet aspect-là ici, avec derrière l'arrière-cavité buccale. Et si on descend un petit peu, on incline un peu la coupe, on a le palais vélaire avec la luette qui est ici. Alors, vous voyez que c'est quand même subordonné au fait que le fœtus soit face postérieure, ou en tout cas face latérale, de façon à ce qu'on puisse mettre la sonde en face du visage du fœtus. Alors, on a une autre solution alternative, mais là, ça existe que le fœtus soit défléchi, c'est-à-dire qu'on va passer dans les tissus mous entre les deux branches horizontales de la mandibule, et vous avez ici, sur cette coupe frontale, on voit très bien la langue, on voit ici, je crois que le marqueur ne marche pas, non. Vous avez les deux alvéoles dentaires des molaires ou des prémolaires avec les points d'ossification, et vous avez le palais. Et la présence du palais interdit aux ultrasons d'aller dans la région ethmoïdale, donc on a un signal, et de chaque côté, vous avez les arrière-cavités orbitaires. Alors on peut faire une coupe, quand il est défléchi, une coupe sagittale sous-mentonnière, si on peut dire, et là on peut voir le palais osseux, le palais vélaire en jaune et la langue. Encore une fois, ça dépend du fœtus. Alors, rapidement, parce qu'on en a vu beaucoup, l'imagerie des fentes, vous voyez que les narines, c'est un bon point, mais ce n'est pas suffisant. Il faut quand même aller jusqu'au bout. Vous voyez, les narines sont bien symétriques. Il faut aller jusqu'au bout de la lèvre. Et vous voyez qu'il y a un petit défect ici. Alors, petit défect, petite chirurgie, petite atteinte esthétique. On pourrait se dire à quoi bon faire un diagnostic prénatal. Attention, pas parce que la fente est petite qu'elle ne peut pas être syndromique. Donc, ça va déclencher un bilan morphologique orienté, on parle d'échographie à visée diagnostique. Vous voyez que cette coupe frontale montre qu'il y a un étirement narinaire très modeste. Alors on peut avoir des fentes qui peuvent paraître unilatérales, mais vous voyez qu'il y a une interface sous la sous-cloison nasale qui s'interrompt, donc il y a peut-être une deuxième fente. Effectivement, c'est une fente labiale bilatérale qu'on voit ici, en rendu de surface. Parfois donc des fentes plus larges avec un franc étirement narinaire. Vous voyez que là, il y a un intérêt à regarder l'arc
maxillaire, parce que vous voyez qu'il y a une interruption de la partie antérieure de l'alvéole dentaire, donc c'est une fente labio-alvéolaire. Ce n'est pas la même prise en charge pour nos collègues chirurgiens. Et évidemment, il faut aller regarder le palais postérieur qui était ici intègre. Alors, ce fœtus en coupe sagittale paraît très mignon, mais en réalité, la coupe nez-bouche montre qu'il y a non seulement un étirement de la narine, mais vous voyez que la cloison nasale, la partie cartilagineuse, était tirée du côté de l'étirement de la narine, et il y avait donc une fente. Donc, encore une fois, cette narine, c'est un signe d'appel. Et vous voyez ici que chez ce fœtus-là, il y avait une fente alvéolaire également associée. Alors, il peut y avoir des pièges. Voilà ici une coupe frontale, nez-bouche, conditions d'examen difficiles. On a l'impression d'une interruption de la lèvre supérieure. Soyons prudents, il faut étayer les choses. Vous voyez qu'on a du cordon qui est juste à côté, et en réalité, c'est le cordon qui passe sur la lèvre, qui appuie, puisque in vivo, le cordon, c'est ferme, et donc ça appuie sur la lèvre, et comme on fait une imagerie en tranche, on voit la dépression de cette pression du cordon, et ça donne l'impression de défect. Alors, quand c'est des fentes qui sont importantes, qui vont remanier l'équilibre de la face, la coupe sagittale est informative. Vous voyez que là, le palais antérieur semble faire défaut, la lèvre supérieure n'est pas tout à fait normale. C'est un gros défect. Vous voyez, la distance entre les deux zones du défect maxillaire est importante. Vous avez une fente palatine associée, et on voit très bien une déviation majeure, à la fois des os propres du nez, mais du nez, et de la pointe du nez. Autre fente très large, avec un remaniement important. Les fentes peuvent être bilatérales, et quand c'est le cas, eh bien vous avez le plus souvent, pas toujours, mais le plus souvent, la partie antérieure où il y aura les deux bourgeons des deux incisives médianes supérieures qui sont pas raccordés à l'arc maxillaire, donc ils vont être protrus, et donc on va avoir un bourgeon à la fois charnu et un bourgeon osseux qui va être en avant, ce qui va modifier le contour de la face. Donc là, il avait en plus, on voyait ici très bien la fente palatine. Je vous ai expliqué tout à l'heure que quand le palais est présent, les ultrasons ne peuvent pas monter au-delà du palais. Et là où il y avait une fente, vous voyez qu'on insonne les structures ethmoïdales, ce qui évidemment n'est pas normal dans ce type de coupe. Encore une fois, des remaniements importants, un petit rétrognatisme. Il faut se méfier des rétrognatismes. Quand il y a une fente, le fœtus peut avoir des mouvements de succion ou de tétée qui sont moins efficaces. Et on a vu tout à l'heure que ces mouvements contribuent au développement antéro-postérieur des branches horizontales. Là, vous avez un gros bourgeon médian et on retrouve l'exemple de tout à l'heure où on voit bien cette fente et avec le vomer, donc qui constitue un piège possible. Ce que l'on voit là, c'est la cloison nasale dans sa portion cartilagineuse et dans sa portion osseuse basale. Alors, voilà un autre exemple où on a un rétrognatisme. Rétrognatisme, absolument aller voir la lèvre supérieure, absolument aller voir la langue. Vous avez ici une langue qui est en place, mais vous avez une fente palatine. Sur l'image en bas à gauche, on voit que les processus palatins sont restés à distance. Et donc, là encore, ça peut expliquer. Et un autre exemple anecdotique, vous avez une fente ici sur l'image en bas à gauche, cette espèce d'ouverture. Et si on regarde la lèvre inférieure de ce fœtus, alors je vous rassure, les généticiens nous avaient orientés, ce n'est pas une découverte fortuite. C'est une famille qui était porteuse de fente, plusieurs cas dans la famille, entrant dans le cadre d'un syndrome de Van der Wood. Van der Wood donc, a décrit un syndrome où il y a deux fistules au niveau de la lèvre inférieure, bilatérale. Ce sont des glandes salivaires en fait, qui s'abougent de manière ectopique. Et donc, quand on était orienté, vous voyez qu'il y a ces deux petits bourrelets qui correspondent sur le plan postnatal à ces deux petites images-là. Donc, ça signait la récurrence. Alors, le palais, il a une partie osseuse, il a une partie vélaire, un voile du palais. Donc, la luette, c'est un repère, c'est la partie la plus postérieure et la plus inférieure du palais vélaire. On peut avoir des fentes vélaires, plus difficiles à voir quand elles sont isolées et qu'il n'y a pas de fente du palais osseux. Il peut y avoir des luettes bifides, ça peut intéresser nos collègues généticiens, car ça peut être un signe d'appel pour un certain nombre d'anomalies génétiques. Alors, la tête, il y a le crâne, le nez, les yeux, les oreilles et le cou. Voilà ici une image, on dirait un Simpson. Et il est dysmorphique, ce fœtus, puisqu'il a des yeux qui sont assez écartés, il a une distance entre les deux frontaux qui est un peu trop étroite, donc il se passe quelque chose. On fait une coupe transverse, on veut mesurer le bip, et ça c'est la meilleure image que j'ai pu obtenir, donc vous voyez que c'est pas du tout satisfaisant, on a du mal à voir le complexe antérieur,
Donc il y a un problème de transmission acoustique. Certes, cette maman était un peu replète, mais pas suffisamment pour empêcher de voir cette ligne médiane, en tout cas dans sa moitié postérieure. Et donc il faut penser aux fermetures des sutures. Alors ça contraste avec une coupe sagittale où on voit très clairement la ligne médiane. Et donc ça veut dire qu'il y a sûrement une suture qui est fermée et sûrement une autre suture qui est trop grande. Et ça oriente vers des craniosténoses. Quand vous avez une fermeture prématurée d'une suture, le cerveau a besoin d'espace pour se développer, donc les autres sutures vont être hyperactives. Donc sur le plan échographique, ça nous oriente. Donc on va aller chercher les extrémités et on voit qu'il y a une syndactylie qui affecte les mains et les pieds. Donc ça oriente vers des syndromes comme le syndrome d'Apert. Et donc le rendu de surface, excusez-moi, le rendu de surface osseux montre qu'il n'y a pas de suture coronale. Donc c'était une suture, enfin une craniosténose bicoronale syndromique. Voilà un autre exemple où, avant d'évoquer un diagnostic, il faut être descriptif. Donc on voit une coupe du crâne où on a du mal à faire les contours du crâne parce que c'est pas une ellipse, il y a une déformation. Quand on fait une coupe sagittale, on passe assez bien. On voit que c'est un fœtus qui est turicéphale, c'est-à-dire il a une forme de crâne en tour, il est brachycéphale, et puis il a un angle frontonasal qui est relativement fermé, et on a l'impression donc d'un étage moyen de la face qui est pas bien proportionné. Par ailleurs, la coupe transversale montre qu'il y a une protrusion des deux globes oculaires. Donc ça évoque une pathologie syndromique, une craniosténose bicoronale qui explique qu'on ne puisse pas voir le complexe antérieur, parce que le complexe, c'est-à-dire le cavum septum pellucidum qui centre ce complexe, il est à l'aplomb de la ligne bicoronale. Donc cette suture coronale est une opportunité anatomique pour bien voir ce complexe antérieur. Dès lors que la suture est fermée, la porte est fermée, si vous voulez, aux ultrasons, on ne peut plus avoir d'informations. Et donc le rendu de surface nous montre qu'effectivement, il n'y a pas de suture coronale. Voilà un autre exemple qui montre la suture métopique, donc entre les deux frontaux, qui est inhabituellement large, ce qui explique que dans ces sutures bicoronales, on puisse faire des coupes sagittales, finalement explorer le cerveau par voie antérieure. Alors là, c'est un autre cas tardif, 31 semaines. On voit d'emblée qu'il y a une ventriculomégalie, disons modérée, mais surtout il y a une forme du crâne tout à fait anormale. Il est très dolicocéphale. Donc on essaie de faire une coupe sagittale, et là on a des éléments d'orientation sémiologique. Il est anormal, même à 31 semaines, de ne voir que le tiers antérieur de la ligne médiane. En fait, si on voit un peu le corps calleux et un peu le cavum septum pellucidum, c'est parce qu'on passe au travers de la portion haute de la suture métopique, mais que le reste est fermé, et donc on a très vraisemblablement une fermeture prématurée de la suture sagittale, ce qui explique l'anomalie dolicocéphalique de ce crâne, puisque c'est les autres sutures, notamment les sutures coronales, qui vont compenser, ce qui va amener à un allongement de la boîte crânienne. Et on voit très bien ici qu'on voit une suture métopique inhabituellement large pour 31 semaines d'aménorrhée. Alors là, c'est un autre cas, mais c'est une déformation de la boîte crânienne. Cette région frontale qui est un petit peu en carène, eh bien là, c'est la fermeture, cette fois-ci, de la suture métopique qui donne cet aspect un peu pointu, si vous voulez, de la région frontale, et on voit en rendu de surface qu'il n'y a pas de suture métopique. Alors, c'était un fœtus qui est adressé à 22 semaines, donc assez précocement. Les craniosténoses vont en tendance, il y a des exceptions, mais en tendance s'exprimer plutôt tardivement. Donc là, on est à 22 semaines, une dolicocéphalie asymétrique. Bon, on fait une coupe sagittale, la maman était un peu forte, c'est difficile, mais la déformation du crâne ne correspond pas à des schémas de fermeture prématurée de suture. Donc on essaie de comprendre, et en faisant l'examen, on arrive à trouver deux petites cloisons comme ça, qui sont des synéchies. Cette patiente a eu 3 curetages, et donc elle a, dans la conséquence de ces curetages, développé des synéchies, et c'était un fœtus dont la tête était coincée, qui essayait de se développer comme elle le pouvait, donc c'était une déformation contrainte, et donc l'accouchement était un peu compliqué, l'obstétricien a affaissé au doigt les synéchies, ça a été très hémorragique, et cet enfant est né avec une tête un peu cabossée, si on peut dire, mais à 1 an de vie, il avait repris des dimensions, des caractéristiques normales. Alors l'oreille, ça fait pas partie du dépistage, et donc quand on cherche les oreilles, c'est souvent parce qu'il y a un antécédent. Et vous voyez ici, vous avez un pavillon de l'oreille qui est tout à fait anormal, tant en 2D, qui est le signe d'appel, qu'en 3D.
Vous avez en plus, par ailleurs, une espèce de petit nodule prémandibulaire. Et le rendu de surface chez ce fœtus montre une asymétrie. Alors là, il faut être rigoureux sur les acquisitions. Il faut être sûr que le fœtus n'a pas bougé parce qu'on peut avoir des artefacts. Mais vous avez une hypoplasie de l'étage moyen de la face, unilatérale, une asymétrie de la face, donc qui va orienter vers des possibles diagnostics comme le syndrome de Goldenhar. Alors, on peut avoir des petits nodules prétragiens. Le tragus, c'est cette petite zone qu'on a juste en avant du conduit auditif. Ce petit nodule prétragien qu'on voit ici, il y en a deux qui sur l'axe auto-mandibulaire, si vous voulez. Ça peut être syndromique, donc c'est important d'aller chercher. On peut avoir des oreilles décollées. Là, c'est une vue postérieure. Si c'est familial, ça n'a pas de valeur. Si le père ou la mère ont la même chose. En revanche, s'il n'y a pas de cas dans la famille, il faut interroger les généticiens parce qu'il y a un certain nombre d'anomalies syndromiques qui peuvent faire discuter un prélèvement ovulaire. Vous avez des oreilles qui sont des oreilles anormales, pointues, dit oreilles en forme oreilles de faune, qu'on peut avoir dans certaines anomalies génétiques, notamment la trisomie 18. Alors, la haute fréquence, utilisée en 2D comme en 3D, peut être utile chez des patients qui ont eu un antécédent avec la recherche d'un risque, la recherche d'une récidive, d'une récurrence de la maladie qui affecte les oreilles. Et que là, on va pouvoir rassurer à 18 semaines ce couple. Malheureusement, on ne pourra pas rassurer celui-là où le pavillon de l'oreille s'est développé de manière tout à fait anormale. Alors le nez, eh bien, on peut avoir des nez un peu à la Cléopâtre, très allongés comme ça. Ce n'est pas des variations interindividuelles. Il faut penser à des tumeurs ou à des méningocèles ou des méningoencéphalocèles, là fronto-ethmoïdales, c'est-à-dire vous avez des structures cérébrales et méningées qui descendent dans les fosses nasales et qui peuvent donner cet aspect-là. Le deuxième cliché, c'est une méningocèle. Et vous avez ici d'autres situations qui ressemblent un peu, mais là, c'était une tumeur de la face, et notamment, c'était un hémangiome avec la vascularisation. Et là, un autre exemple de méningoencéphalocèle avec un remaniement des structures cérébrales. Et vous voyez que le cliché en bas aide bien à montrer qu'il y a un continuum vasculaire entre les structures endocrâniennes et les structures extracrâniennes, donc qui vient abonder dans le sens d'une hernie des structures cérébrales. Et puis, on peut avoir des nez avec une seule narine. Ça, vous savez qu'on rentre dans le cadre des holoprosencéphalies, un rapprochement inhabituel des yeux qui sont d'ailleurs trop petits et un ventricule unique dans le cadre du holoprosencéphalie dans sa forme allobaire. Alors, le cou. Le cou, on y trouve la thyroïde. Et cette thyroïde, elle peut être grosse. C'est essentiellement les patientes qui ont une maladie de base d'eau. Chez qui faut-il mesurer la thyroïde mensuellement à partir de 22 semaines? Il n'y a qu'une catégorie de patientes, c'est les maladies de base d'eau qui ont des tracs résiduels, même si elles ont été opérées, qui ont des tracs résiduels élevés, c'est-à-dire supérieurs à 7 par exemple, 5-7, ou qui ont un traitement freinateur, puisque vous savez que le traitement freinateur passe le placenta, donc va freiner la thyroïde fœtale. Alors, donc là, vous avez un exemple de grosse thyroïde. Alors, il y a des tables de référence. Je crois que je vous en ai mis un exemple. Mais si on n'a pas la table de référence, vous voyez que la largeur de la thyroïde, donc pratiquement au niveau où il y a marqué le J, c'est-à-dire les jugulaires, eh bien, cette largeur ne doit pas excéder, quand la thyroïde est normale, la largeur du corps vertébral qui est au niveau du plan de coupe transverse. Alors, on peut utiliser le Doppler. C'est Edith Volpi qui avait donc traduit cet aspect-là. Quand il y a une vascularisation de la glande thyroïde périphérique, c'est plutôt en faveur d'un goitre hypothyroïdien. Et quand c'est une vascularisation plutôt en flash de l'ensemble du parenchyme thyroïdien, c'est plutôt une hyperthyroïdie. Attention, ça nécessite un réglage très habile et très subtil du Doppler, parce qu'on est sur des vélocités qui sont relativement basses. Donc il faut être attentif. Donc voilà des courbes de croissance. Ça, c'est une patiente, vous voyez, qui avait une maladie de base d'eau avec des tracts qui étaient supérieurs à 10. Et comme elle avait une mauvaise tolérance, elle avait un traitement freinateur. Vous voyez qu'on se retrouve avec une thyroïde qui est supérieure au 95e centile dès 22 semaines. Le problème donc de ces grosses thyroïdes, c'est que ça peut poser des problèmes obstétricaux, parce que si le goitre est très gros, on va avoir une tête défléchie. Et si c'est un goitre hypothyroïdien, on peut avoir un problème d'hypothyroïdie. Parfois, on peut être amené à injecter la thyroxine donc dans le liquide amniotique pour compenser l'hypothyroïdie. Donc, il est important, quand on suit une base dosienne,
d'avoir des courbes de référence pour que chaque mois, on puisse voir l'évolution de cette thyroïde et qu'on puisse discuter avec les endocrinopédiatres. Les yeux, donc, ça a été traité. Savoir qu'il y a des tables de biométrie de globe oculaire qui sont utiles quand on a l'impression que c'est petit. Pour faire simple, c'est Philippe Roth qui avait fait ça il y a longtemps, mais c'est toujours valide. À 32 semaines, c'est en gros 13-14 mm, et à 22 semaines, c'est environ 9-10 mm, la moyenne. Donc vous voyez qu'on est ici à 32 semaines, on a l'impression subjective que l'œil est petit, on en fait une mesure, on confirme que c'est petit. Et par ailleurs, on voit qu'il y a l'artère hyaloïdienne, c'est l'artère du cristallin, si vous voulez, qui normalement est une structure fugace, qu'on voit à 22 semaines, mais qui doit disparaître à 32 semaines. Et quand on aborde l'œil orthogonalement, à 32 semaines, on ne doit pas voir cette ligne-là. Ça traduit probablement une anomalie oculaire. Donc parfois, on n'a pas besoin de table. Quand c'est une microphthalmie unilatérale, on voit bien qu'il y a une asymétrie de taille. Donc voilà des exemples de microphthalmie. Vous voyez que dans le cliché du haut, il y a sûrement un doute sur l'aspect du cristallin. Celui-ci à 23 semaines, vous voyez que les rebords orbitaires sont étonnamment petits. Et ici, c'est carrément un fœtus qui avait pratiquement pas de globe oculaire. Voilà un autre exemple ici, plus tardivement. Il a été vu que tardivement, celui-là, vous voyez. On aurait pu le voir plus tôt. Celui-là, il est carrément un ophtalme. Il n'y a pas du tout de structure. Et on peut voir ça de manière unilatérale avec un effondrement des rebords orbitaires sur ce dernier cliché. Cette petite vignette clinique, couple qui vient me voir parce qu'ils sont consanguins, ils sont cousins germains, ils ont un premier enfant qui les accompagne d'ailleurs, qui est aveugle, avec une cryptophtalmie bilatérale. Les collègues généticiens estiment qu'il y a un risque de récurrence de 25%, que c'est autosomique récessif, et cette patiente vient me voir à 13 semaines, évidemment orientée. Vous voyez que ces globes oculaires en coupe coronale ne correspondent pas à ce qu'on attend. Par précaution, on demande un contrôle 15 jours plus tard. Vous voyez qu'il y a une récidive de cette cryptophtalmie. Difficile pour cette famille parce que ce premier enfant a une intelligence tout à fait normale. Et il se déplaçait dans la salle d'échographie de manière incroyablement habile. Alors, les anomalies de l'écart interorbitaire, on l'a vu, hein, c'est un œil entre les deux. Sinon, on peut utiliser, que ce soit en coupe frontale ou en coupe transversale, sinon on peut utiliser des mesures. Donc, vous savez qu'il avait été décrit que le rapport DIO sur BIP était de 0,47 à 22 semaines, il descend à 0,43 à 32 semaines. On peut faire milieu à milieu, on peut faire de bord interne à bord interne ou de bord externe, peu importe, mais ça peut être utile de vérifier. Là, vous voyez que clairement, même sans les mesures, on voit qu'on peut placer beaucoup plus qu'un œil entre ces deux globes orbitaires. Ici, c'est moins évident. Là, un peu plus évident. Et ici, vous voyez que, outre le fait qu'il y a de la place entre les deux yeux, il y a un aspect inhabituel. Cet aspect inhabituel, c'est qu'il n'y a pas de structure osseuse entre les deux globes oculaires. Et donc, ça oriente vers une anomalie pour laquelle l'écart entre les deux yeux est la conséquence de cette méningo-encéphaloncèle frontale. Ailleurs, c'est un rapprochement et une microphthalmie dans le cadre des anomalies du développement de la ligne médiane, des holoprosencéphalies. Vous voyez, vous avez parfois des cyclopies. Ici, on a quasiment une cyclopie. Les deux globes oculaires sont très proches l'un de l'autre. Ça peut se faire diagnostic au premier trimestre. Vous voyez qu'ici, à 14 semaines, on ne peut pas mettre un troisième œil entre les deux, mais vous avez un autre élément sémiologique sur cette coupe frontale, c'est que vous avez un plexus choroïde qui est unique et qui passe en pont sur la ligne médiane, ce qui traduit le fait qu'il y a un ventricule unique. On est dans une holoprosencéphalie et un diagnostic possible dès le premier trimestre. Alors le cristallin, on a vu des exemples tout à l'heure, donc de cristallin éco-opaque, si on peut dire, c'est-à-dire écogène. Ça peut toucher tout le cristallin ou, comme vous le voyez à droite, une partie du cristallin avec des points plus ou moins calcifiés. L'écho de haute fréquence est très utile. Vous voyez ici ce cristallin anormal avec, à 32 semaines, là aussi, une persistance de l'artère hyaloïdienne. Voilà encore d'autres exemples de cristallins anormaux. Alors, quel est le bénéfice d'aller chercher à vérifier les cristallins? Bien, si on parle de cataracte avec les généticiens, vous avez en jaune clair les anomalies géniques où l'anomalie du cristallin est souvent associée, et en jaune pâle où c'est occasionnellement associé. Donc vous voyez que ça va amener dans le staff pluridisciplinaire une réflexion avec les généticiens qui vont nous orienter
pour le prélèvement ou pas de liquide amniotique, et aussi orienter nos examens en disant faut que tu regardes telle structure ou telle autre structure pour éliminer tel diagnostic. Et les autres anomalies, alors plus rares, des décollements de rétine, bon, c'est pas facile à voir. Voilà un autre exemple, ici un décollement de rétine. Encore un, que j'avais vu il y a quelques années. En imagerie conventionnelle, on a un contenu oculaire qui est anormal, un œil de taille normale. En haute fréquence, on voit très bien les cils, et on voit très bien, là aussi, que c'est un décollement de rétine. Vous avez en fait la rétine totalement décollée, vous avez l'artérialoïdienne et le corps vitré, donc qui est réduit à peau de chagrin. Et vous voyez que on voit très bien la rétine qui va en direction donc du nerf optique. Et il avait par ailleurs, vous voyez, sur le bord interne de l'œil, une anomalie de fermeture de ce globe oculaire, donc qui traduit un colobome. Alors les colobomes, c'est la même image que celui de ma collègue tout à l'heure. C'est rare en anténatal, c'est surtout à l'IRM qu'on a fait le diagnostic. Et d'autres anomalies qui sont tout à fait bénignes le plus souvent, c'est les dacryocystocèles, c'est-à-dire vous avez les deux sacs lacrymaux qui vont au coin de la paupière supérieure et la paupière inférieure, ils peuvent être obstrués, et donc ça va donc provoquer une dilatation du sac lacrymal, qui en général peut se régler spontanément par une désobstruction spontanée, ou parfois c'est le pédiatre qui va cathétériser ce petit conduit. Il arrive rarement, comme c'est le cas sur l'image, la photo de gauche, où il y a une complication infectieuse. C'est la raison pour laquelle il faut que les pédiatres soient informés des observations anténatales. Donc ça donne cet aspect-là. On a l'impression qu'on a un œil surnuméraire à côté, entre le nez, si vous voulez, et le globe oculaire. Ça peut être bilatéral, qui va conférer à ce bébé un aspect un peu de tête d'araignée, si vous voulez. Donc ça, c'est tout à fait bénin. Il faut rassurer les patientes. Donc le coup, plus rapidement, on peut avoir donc des pathologies, des lymphangiomes kystiques. Vous voyez, c'est ce type de pathologie. Vous avez la trachée donc à droite sur l'écran. L'enjeu, c'est de savoir si ce lymphangiome va s'étendre sur l'axe trachéo-œsophagien, puisqu'il y aura une prise en charge postnatale différente. Et donc c'est un travail un petit peu difficile, mais il faut aller vérifier. Donc vous voyez sur cette coupe frontale, l'image à droite, on voit très bien la glotte. On a l'impression que l'axe trachéal, en tout cas, n'est pas affecté par les petites logettes liquidiennes. Voilà un autre exemple. On était à 36 semaines, elle avait été vue plus tôt. On a une masse latéro-cervicale, donc l'exploration échographique doit être détaillée. Vous voyez que là, on a des petits spots hyperéchogènes qui traduisent peut-être des calcifications. Donc dans l'analyse étiologique, ça va être important. On va regarder le Doppler, et le Doppler montre qu'il y a des contingents tissulaires, donc une vascularisation associée des images kystiques et des calcifications. Quand on parle de ça avec les pédiatres, et notamment les chirurgiens pédiatres, ils évoquent en première hypothèse, même si l'écho ne fait pas d'histologie, un tératome. Et donc l'enfant est né sous exit procédure, c'est-à-dire qu'on l'a intubé, les ORL pédiatres ont intubé cet enfant avant qu'on clampe le cordon, et il y avait effectivement une grosse masse qui était à l'anapate, donc un tératome développé aux dépens du lobe thyroïdien gauche. Et voilà l'enfant à 3 semaines post-opératoire, un bébé tout à fait mignon avec un petit peu de chirurgie plastique pour l'excès de peau ultérieurement. Malheureusement, tous n'ont pas cette chance. Vous voyez ici très précocement une très volumineuse masse chez un fœtus un petit peu vieux déjà, enfin un dossier un peu vieux. Vous voyez que là, c'est une masse pleine, hétérogène. On voit bien les compressions ici des vaisseaux jugulo-carotidiens. Et donc là, évidemment, tout espoir était perdu. Et puis, on peut avoir des tumeurs. Alors, le plus souvent, ce sont des hémangiomes de la face. Il y a des hémangiomes qui vont spontanément régresser, d'autres beaucoup moins, d'autres qui vont, qu'on appelle des formes intermédiaires, qui vont mettre plus de temps. Alors, on voit cette patiente référée pour une masse latéro-nasale. Donc, effectivement, on voit très bien, elle est hypoéchogène. On en mesure le volume. C'est important pour vérifier l'évolution d'une masse. Voir, il faut prendre les 3 dimensions et faire un calcul de volume. Le Doppler nous montre que c'est vascularisé, donc elle est tissulaire. On la revoit 4 semaines plus tard, et vous voyez que le volume est passé à 44, c'est-à-dire que le volume a été multiplié par 22 en 4 semaines. Donc là, on est inquiet parce qu'on se dit que c'est probablement une tumeur agressive. Et vous voyez qu'elle prend de la place sur cette face, elle imprime son empreinte sur le maxillaire, et on a l'impression d'un pédicule vasculaire donc, qui semble venir de la région sous-orbitaire, c'est-à-dire des fosses nasales.
Le couple ne se résout pas, malgré les informations qui lui sont données de la part des néonatologues sur les difficultés de prise en charge de cet enfant, et ne se résout pas à prendre la décision d'interrompre la grossesse. Il redemande un contrôle à 28 semaines. Et là, vous voyez qu'elle est passée à 180 cc. Elle occupe toute la face. Et vous voyez qu'il y a un élément qui avait attiré l'attention. C'était que, vous voyez ici, dans les fosses nasales, il y avait un contingent de cette masse. Et on se posait la question de savoir si c'est un envahissement des fosses nasales ou si c'était le pédicule tumoral avec une tumeur développée aux dépens de la région ethmoïdale, par exemple. Bon, le couple, évidemment, effondré, prend la décision d'interruption de grossesse. Donc c'était une bonne décision dans la mesure où on voit très bien qu'il y a un remaniement majeur de la face. Il y avait, vous le voyez, en avant de l'oreille, sur le cliché de droite, une métastase à distance. L'IRM post-mortem montre, vous voyez, le délabrement de la face au niveau des globes oculaires, au niveau de l'arc maxillaire, et nous montre à nouveau ce petit pédicule. Et c'était bien une tumeur donc, qui était développée aux dépens de la région ethmoïdale. Et ce fœtus, ça avait échappé à l'échographie, des métastases au niveau hépatique et à la fétopathe, métastases péricardiques, métastases hépatiques. Et donc on était très inquiets parce que le placenta n'avait pas de métastase, mais on se posait la question de savoir s'il n'y avait pas un potentiel de métastase maternelle. Et donc on avait fait tout un bilan d'imagerie chez sa maman qui n'avait rien montré. Donc vous voyez que la face mérite toute notre attention parce que les anomalies sont très variées. Ce spectre est très très large, allant de choses bénignes, on a vu les épulis, on a vu les dacryocystocèles, mais on vient de voir des situations dramatiques. Donc beaucoup de malformations sont attachées à un pronostic défavorable sur le plan néonatal, sur le plan fonctionnel, et puis parfois donc pas des anomalies génétiques. Donc la plupart de ces anomalies de la face justifient, en tout cas chez nous, un bilan génétique où on fait une fiche, une ACPA. On discute aussi l'exome, éventuellement avec les généticiens, et dans tous les cas, on envoie le couple voir les généticiens pour qu'ils fassent une enquête génétique à la recherche de stigmates, de pathologies qui pourraient avoir une expression beaucoup plus fruste chez les parents ou les apparentés. Merci de votre attention.